L'Opco Atlas et Sinovaction vous présentent le point de vue d'experts sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeux des transitions de l'habitat. Quand on parle d'évolutivité du bâtiment, voilà, en tant que, je dirais, acteur aujourd'hui du facteur humain, de l'environnement social, quel est aujourd'hui toi, ton témoignage, ton premier avis, quoi? La question de l'évolutivité du logement, pour moi, elle se décline en deux dimensions, en deux axes, et du coup, ma réponse, elle va se faire en deux temps. Elle va se faire d'abord en tant que président du syndicat national des cabinets conseillers en ergonomie, donc Sinov Ergonomie, et dans un deuxième temps, plutôt en termes de citoyen, et donc de manière beaucoup plus large. Alors, sur la question des usages, il y a une grosse tendance vers la densification raisonnée ou raisonnable de l'habitat. On ne reproduit plus aujourd'hui, en tout cas pas à ma connaissance, les barres d'immeubles qu'on a pu construire dans les années 80. Et pour avoir eu la chance d'y vivre, les cellules familiales y vivaient presque ensemble, tant les murs des cloisons étaient fins et à quel point on était en capacité d'entendre ce qui se passait dans les séjours, dans les chambres, dans les toilettes des cellules familiales avoisinantes. Et clairement, en termes d'épanouissement familial, pour l'enfant que j'étais à grandir en banlieue, clairement, c'était assez troublant, en fait, cette interpénétration des intimités qui finalement n'était bien entendu pas souhaitée et qui était vécue comme une agression quasi permanente. Permanente dans le sens où nous étions même, nous aussi, source d'agression vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que le simple fait de jouer dans sa chambre avec des constructions ou ce genre de choses, forcément, ça avait un impact sur le voisinage et les altercations n'étaient pas rares en fait entre les incompatibilités d'activités qui du coup pouvaient avoir une influence négative sur le reste. Donc, on peut dire, en tout cas, la tendance montre qu'on réduit un peu ces densités. J'ai l'impression que la question de la qualité des matériaux, justement, dans sa capacité à cloisonner davantage et à faire en sorte que ces cellules familiales soient davantage protégées, que la tendance s'améliore. Est-ce qu'on est à un résultat aujourd'hui satisfaisant pour avoir vécu dans des bâtiments qui étaient plus récents, hein, construits dans les années 2000? Clairement, le résultat n'est pas encore satisfaisant puisqu'on a toutes les transmissions solidiennes qui font que, par exemple, dans un bâtiment dans lequel j'ai pu vivre quelques années en région parisienne, on avait un groupe WhatsApp entre voisins et le moindre coup de perceuse résonnait dans l'ensemble du bâtiment et 2-3 étages en dessous, on pouvait se plaindre en fait des travaux qui étaient menés. Et donc la question de la cohabitation collective dans l'habitat à l'échelle des cellules familiales et justement de comment faire en sorte que ces cellules puissent cohabiter, c'est le terme est pour le coup très approprié, sans forcément nuire aux autres. Je crois qu'il y a un enjeu majeur par rapport à ça. Donc ça, c'était, on va dire, pour les cellules familiales les unes avec les autres. Maintenant, à l'intérieur d'une cellule familiale, on le voit, hein, le coût de l'habitat a contribué dans toutes les grandes agglomérations à réduire les surfaces disponibles par unité au sein des cellules familiales. Il n'est pas rare, hein, en région parisienne ou dans le centre des grandes agglomérations, d'avoir des familles de 3, 4,
voire plus, dans des surfaces extrêmement restreintes, extrêmement contraintes, et du coup dans des conditions de vie qui sont forcément douloureuses, quoi. Enfin, la question des coactivités à l'intérieur des cellules familiales, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que entre le moment où on a les enfants qui vont avoir à faire leurs devoirs, à apprendre des leçons, potentiellement les parents qui ramènent du travail à la maison, alors que la logistique familiale avec la préparation des repas, l'entretien de la maison, les jeux, font que les coactivités sont extrêmement perturbantes les unes vis-à-vis des autres, justement par la question des surfaces disponibles et de comment ces différentes activités peuvent cohabiter également, mais cette fois à l'intérieur de la cellule familiale. Et puis, à une échelle temporelle un peu plus importante, la vie d'une cellule familiale, c'est de forcément commencer par un couple avec un ou pas d'enfants, et puis un, voire plusieurs enfants qui grandissent, qui forcément vont avoir des besoins en termes de surface un peu plus importants, et qui du coup va conduire, après le départ des enfants, à une reconfiguration complète, sans compter que dans nos vies contemporaines, 50% des couples qui se sont formés se séparent et donc du coup passent par des phases de transition avec des cellules monoparentales qui forcément invitent à des contraintes sur la logistique entre familles, avec par exemple le déplacement des enfants d'une cellule vers deux cellules parentales éclatées. Et on pourrait aussi se poser des questions typiquement de manière plus globale sur l'impact psychologique et psychosociologique que ce genre de pratiques qui finalement aujourd'hui sont complètement banales peuvent avoir sur le développement de ces jeunes adultes, de ces jeunes enfants. Et le pendant de ça, et donc du coup, je vais aller sur la deuxième position, sur plutôt la dimension citoyenne. Et donc, je quitte la casquette de président du syndicat. Il y a quand même des préoccupations environnementales qui sont aujourd'hui absolument pas traitées, absolument pas instruites, et dont on ne se saisit pas. Il me semble qu'il y a un phénomène extrêmement important qui est complètement négligé, qui est la question de l'enjeu de l'eau. The Shift Project a encore récemment produit une note sur la question de la répétition des sécheresses en France et le fait que la qualité des forêts en France est en train de se restreindre par un phénomène d'assèchement des sols, lié aussi aux sécheresses répétées. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est issu d'une politique hygiéniste qui forcément a été extrêmement importante avec la gestion des déjections humaines, en fait. Mais le problème qu'on a mis, la manière dont on a résolu ce problème, c'est quelque chose qui, pour le coup, est une bombe à retardement. Dans le sens où, quand on écoute les spécialistes de l'eau qui se sont vraiment préoccupés de ces questions-là, typiquement, le fait d'évacuer les excréments humains par de l'eau potable, éthiquement, ça pose problème. D'un point de vue chimique, c'est également un problème dans la mesure où ça déploie des pollutions qui sont insuffisamment traitées. Alors certes, il y a les stations d'épuration, certes, mais ces stations d'épuration ne traitent pas tout, ne gèrent pas tout. Et les conséquences sur la chaîne du cycle global de l'eau, finalement, posent des problèmes considérables. Et pourquoi j'aborde ces questions-là? Parce que la question de la manière dont on vit aujourd'hui, dont on construit l'habitat aujourd'hui, va permettre ou au contraire empêcher des usages futurs. Je m'explique. Imaginons par exemple qu'on se dise qu'on se donne une dizaine ou une quinzaine d'années pour inverser totalement le paradigme dans lequel on est aujourd'hui, qui consiste à évacuer nos excréments dans de l'eau potable. Alors, on peut mettre en place un certain nombre de choses. La question de l'évacuation par des eaux grises, par les eaux de pluie, sauf que ça ne résout qu'une partie du problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de mobiliser des volumes d'eau potable, on mobilise de l'eau de pluie, encore que même là, on pourrait avoir un débat. Mais la pollution, en fait, vers l'environnement continue.
Et donc, la manière dont on va concevoir les bâtiments, la manière dont on va concevoir les bâtiments collectifs et dont on va envisager le fonctionnement de ces bâtiments va favoriser, au contraire, empêcher la prise de conscience dans l'acte des pollutions et des usages qui vont générer un certain nombre de pollutions. Et il me semble que la question de l'évolutivité de l'habitat, elle a le devoir social de se préoccuper de ce genre de choses. Certes, ces pratiques peuvent être extrêmement marginales, mais on peut arriver à mettre en place d'autres types de solutions qui, pour le coup, peuvent être encouragées, au contraire, empêchées par les choix architecturaux qui sont en cours d'être mis en œuvre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, donc au titre de l'environnement, d'autres points, que ce soit par exemple sur le chauffage, sur l'éclairage, tu parlais de l'eau. Moi, les deux grosses observations que j'ai eues autour de la gestion de l'eau par rapport, on va dire, à l'aménagement des salles d'eau, c'est que la majorité aujourd'hui des acteurs de la conception n'acceptent pas qu'on préconise des salles de bain italiennes pour faciliter l'accessibilité parce qu'ils ont envie de prendre un bain. Voilà, ils ont envie, il n'y a pas de raison qu'on leur offre un système qui est associé à la gestion du handicap parce qu'ils veulent aménager un peu comme ils veulent, sachant qu'une baignoire, c'est 300 litres d'eau. Ouais, c'est dramatique, pour le coup, c'est dramatique. Et pour l'avoir vécu, hein, quand bien même on vous dira qu'il faut une baignoire pour les jeunes enfants, vous prenez une grande bassine. Moi, j'ai vécu ça petit. On a vécu ça avec ma compagne pour nos enfants. On les installait dans une grande bassine qu'on installait dans la douche italienne. Alors, c'était pas tout à fait une douche italienne. Ça passe largement, en fait. On peut arriver à leur faire prendre un bain dans une bassine et pour le coup, avec un volume d'eau considérablement réduit. C'est une contrainte extrêmement importante, cette question-là, de comment les choix des concepteurs finalement déterminent nos usages, en fait. Et donc forcément, je ne peux qu'être d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le simple fait de choisir ou d'imposer une baignoire, bah, c'est bête, en fait, mais on permet l'usage de cette baignoire. Et donc, du coup, forcément, on invite la possibilité alors, je n'avais pas en chiffre en tête, hein, le chiffre de 300 litres. Moi, celui que j'avais, c'était effectivement les 30 à 40 litres de chasse d'eau à chaque fois qu'il tire la chasse d'eau. Et c'est effectivement, mais complètement, tu as complètement raison. Et cette dynamique qui finalement, cette espèce de course folle, encore une fois, moi, je le vis, hein, clairement. Je le vis sur. Je vais prendre un exemple très concret. Pour faire un parallèle entre habitat et collège, le maître d'ouvrage a positionné des exigences extrêmement ambitieuses. Le maître d'ouvrage public a posé des exigences extrêmement ambitieuses sur la consommation d'eau d'un collège. Et j'étais à l'une des réunions, hein, de la maîtrise d'œuvre, puisque moi, je suis missionné en maîtrise d'œuvre. Et à la lecture du cahier des charges, un des ingénieurs responsables de ce dossier explose de rire et dit clairement, juste pour pouvoir respecter le cahier des charges, il faudrait qu'on passe plus de 50% des toilettes en toilettes sèches. Et tout le monde explose de rire. Et je suis consterné. Je suis consterné parce que pour une fois qu'on a un maître d'ouvrage qui donne les moyens au maître d'œuvre de pouvoir porter une ambition environnementale forte, finalement, cette ambition, elle est complètement anesthésiée par des représentations passéistes au final. Et c'est extrêmement dommage que les participants au projet de conception n'aient pas une conscience extrêmement affûtée sur les enjeux environnementaux auxquels ils participent. Je vais prendre un autre exemple. Là, pour le coup, c'était sur une zone inondable. Et une partie du projet qui finalement ne se fera pas, en tout cas pas avec notre équipe, puisque l'équipe n'a pas été retenue, et j'ai presque envie de dire heureusement. Donc sur une zone inondable, un des concepteurs dit alors le parking qu'on installe, il ne peut pas être sur la zone inondable, et donc pour faire en sorte qu'il ne soit pas dans une zone inondable, ce qu'on n'a qu'à faire, c'est construire une digue dans la pente pour faire en sorte que la coulée de l'eau soit détournée. Mais enfin, je ne comprends même pas que c'est quelque chose qui puisse être toléré comme
même une boutade, en fait. C'est un dénigrement tellement flagrant, tellement, encore une fois, j'allais dire passéiste, mais oui, c'est passéiste au final, de se dire que finalement, c'est pas mon problème, c'est le problème de l'autre. Bah non, justement, si on fait œuvre d'architecture, si on fait œuvre de conception, c'est bien justement pour apporter des solutions et pas pour déplacer les problèmes. Je dois avouer qu'après 22 ans de pratique du conseil en ergonomie et accompagné, je sais plus, je dois être à plus de 300 projets aujourd'hui, quelque chose comme ça, j'ai finalement pas rencontré énormément d'adultes concepteurs responsables au point de mettre en œuvre. Alors, j'ai pas eu cette chance, peut-être que j'ai pas navigué dans les bons réseaux, c'est peut-être ça aussi, hein. Mais en tout cas, dans la majorité des projets auxquels j'ai pu participer, ces questions-là étaient mises en troisième, voire quatrième plan. Je me souviens avoir évoqué l'insoutenabilité en 2022 de proposer des algécos pendant 3 ans à des collégiens qui devraient supporter d'être dans des bâtis transitoires en attendant que leur collège soit rénové, dans des algécos. Et donc, du coup, des blocs d'Algeco. Et globalement, c'était la seule proposition. Et quand j'ai évoqué la catastrophe psychologique que ça allait être, en fait, pour les enseignants, pour les collégiens, on m'a gentiment répondu que l'enjeu, c'était pas de préserver les individus qui allaient vivre là-dedans. L'enjeu, c'était de gagner le projet. Et après, on discuterait de tout ça. Après, moi, sincèrement, je suis désabusé par rapport à ça. Ce en quoi je crois, c'est que ça doit commencer dès le plus jeune âge. Et je pense que si la fonction de parent est assumée dans la volonté de connecter l'être humain à l'environnement et de responsabiliser l'environnement, finalement, ce sont nos enfants, en fait, qui vont pouvoir faire basculer de manière conséquente ces modes de pensée, ces modes de concevoir, ces modes d'agir. Et même par rapport à nous, ce sont des forces de rappel. Sur le projet d'école, en l'occurrence, ma fille m'a dit, mais dans votre école, est-ce que vous envisagez de mettre en place des toilettes sèches? Donc on lui dit, bah non, c'est pas possible à cause des normes. Typiquement, c'est con, hein, mais il y a une norme qui impose que les excréments soient évacués dans de l'eau potable. C'est une norme, et donc du coup, il faut le respecter. Et donc, quand on lui a dit que ça n'était pas possible, on n'est pas rentré dans le détail des raisons. Ta réponse, ça a été, mais vous aimez pas la planète, en fait. Parce que à la maison, typiquement, c'est assez récent, mais on a fait le choix de passer en toilette sèche. Parce que enfin, à un moment donné, c'est plus possible, en fait, de se dire que on pousse nos excréments dans de l'eau potable. Alors, il y a plein de raisons complémentaires à ça, mais il y a une espèce de schizophrénie qu'on porte au quotidien et parce qu'on refuse finalement de voir la vérité en face. Enfin, de voir la vérité. C'est pas la vérité, en fait. C'est de voir les conséquences de nos actes en face. L'éducation des enfants et le positionnement des parents, on peut faire quand même l'hypothèse que c'est du long terme, parce qu'on voit que les mentalités ne changent pas facilement. Mais quand tu mets le doigt sur effectivement la responsabilité des concepteurs, est-ce qu'on n'a pas un lien avec les formations ou dans les formations, que ce soit en ingénierie, en architecture ou les métiers connexes à la conception? Je veux dire, cette conscientisation responsable, elle n'existe pas. Non, complètement. C'est-à-dire, enfin, j'interviens pour le coup dans une école d'ingé. D'ailleurs, j'arrête cette année parce que c'est plus possible. En fait, je n'y trouve plus aucun sens. Quand tu discutes avec des jeunes élèves ingénieurs enfin, quand je dis jeunes, qui sont en quatrième année, ceux avec lesquels je travaille, ils ont que deux exigences pour conduire un projet: le budget et les délais. Mais enfin, alors que, enfin, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, ils ont la vie devant eux. C'est le troisième ou quatrième projet qu'ils conduisent et ils n'ont que ça. Quand tu commences à leur parler de l'être humain, ils te disent, ouais, ouais, mais nous, on connaît l'être humain. Ils ont eu aucune heure de formation, que ce soit sur le fonctionnement psychologique ou la psychosociale ou le fonctionnement physiologique. Mais ils sont au premier stade de la connaissance, c'est-à-dire qu'ils ignorent qu'ils ignorent. Et comme ils ignorent qu'ils ignorent, du coup, ils sont très dangereux. Parce qu'ils pensent savoir, en fait. Et les cours qui leur sont donnés, c'est des cours extrêmement marketés sur le design thinking, où on te propose en fait des outils
il brasse du vent. Enfin, pardon, hein, en tout cas de ce que moi j'ai pu observer, ça brasse du vent. C'est-à-dire qu'on va demander l'avis à l'un, on va demander l'avis à l'autre, et puis on va en tirer des conclusions, en fait, sans ancrage à la réalité, en partant de fantasmes, et puis au final, on va s'arrêter là. Mais il n'y a pas de connexion à la réalité, il n'y a pas d'ancrage dans la réalité. Et dès qu'on commence à convoquer le réel avec toutes ces résistances, son déterminisme, en fait, bah, finalement, on n'intéresse plus personne parce que là, ça devient trop compliqué et que globalement, il n'y a plus d'intérêt à cela. Donc, oui, bien entendu qu'il y a un intérêt à former. Je pense qu'il y a aussi un intérêt à légiférer, mais à légiférer en connaissance. Dans les quelques échanges que j'ai pu avoir avec des députés ou des sénateurs, j'ai été assez impressionné par le décalage qu'il y avait entre ma représentation de ce qu'ils pouvaient porter et le contenu du discours qu'ils avaient. Typiquement, j'ai été surpris de la décorrélation qu'il portait entre santé et performance, ou qualité de vie et impact social. Ce n'est pas quelque chose qu'ils connectent en fait. Pour eux, la santé, c'est quelque chose qui a sa propre vie, et la performance, c'est quelque chose qui a une autre vie. Et je suis terrifié par ça parce que tant qu'on sera porté par des politiques dont le socle de pensée s'inscrit dans cette orientation, on sera extrêmement limité dans nos potentialités. Et ce qui est fou, en fait, c'est qu'il y a des modes de management qui, par exemple, se focalisent sur la bienveillance ou sur la place de l'humain, avec des jolis concepts, avec des jolis mots qui sont la plupart du temps anglo-saxons, mais qui finalement, dans le contenu profond, évacuent les préoccupations, les enjeux, la complexité humaine. Comment, au-delà, alors on ne va pas décérébrer les futurs étudiants pour les formater, on est bien d'accord, mais comment on va les faire rentrer dans cette démarche active, sachant que nous déjà, dans nos entreprises pour lesquelles on intervient, on a énormément de mal à montrer le gain, à s'occuper des bons usages et de la santé pour derrière une meilleure performance, quoi. Alors après, moi, je suis très partisan pour le coup, parce que j'ai eu la chance, via Philippe Lorino, de découvrir le courant pragmatiste et l'impact qu'il pouvait avoir sur les entreprises, sur les processus éducatifs. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose que je porte depuis très longtemps, mais dont je n'avais pas mesuré complètement la puissance. C'est le principe de on ne comprend que ce que l'on ressent. Et je pense qu'il y a quelque chose de vertueux dans le fait d'aider à faire ressentir à nos décideurs ça. Alors, et si tu me dis, mais alors jusqu'où tu serais prêt à aller? Eh bien, moi, je serais prêt à aller jusqu'à ce que nos députés, nos sénateurs aient un appartement de fonction dans une banlieue pour ressentir, pour expérimenter ce que ça donne d'être un citoyen qui a accès comme habitat à l'habitat le plus. Alors, et encore, cet habitat en banlieue, quand je dis banlieue, qu'on soit bien d'accord, c'est un peu péjoratif au final, mais parlons de bailleurs sociaux, en fait, dans ces cas-là, de manière plus générique, parce que dans le centre de Paris, il y a aussi des bailleurs sociaux, mais qu'on leur donne la possibilité d'avoir accès à ce type de forme d'habitat, pour qu'ils aient accès, en fait, et qu'ils comprennent ce que ça implique. Alors, je ne suis pas sûr qu'on trouvera beaucoup de volontaires. Je ne suis pas certain qu'on arrive à influencer leur compréhension du monde. J'ai l'impression qu'il y a des sphères, en fait, hein, et je me mets dedans, puisque forcément, les sphères sociales dans lesquelles j'agis, j'interagis, sont finalement relativement cloisonnées, et elles donnent peu accès à voir ce que vivent les autres. Et je pense que fondamentalement, l'être humain, quand il a compris au-delà de son monde, est capable du meilleur. Je suis convaincu de ça. Et en revanche, je suis aussi convaincu que des décisions extrêmement négatives peuvent être prises avec la volonté de bien faire. C'est-à-dire que je pense que les acteurs politiques cherchent à faire du mieux qu'ils savent, cherchent à faire du mieux qu'ils comprennent. Sauf que prendre des décisions à distance, dans un bureau,
qui finalement n'est même pas confronté à l'environnement sonore, mais ne serait-ce que ça en fait, ou à l'environnement social, ou aux difficultés de mobilité que peuvent rencontrer certains citoyens dans des zones d'habitat extrêmement isolées. Mais je vais prendre un exemple tout bête. Internet. L'accès à Internet. Il y a 2 ans, et pendant 2 ans, globalement, la qualité du travail à la maison, j'ai du mal à dire télétravail parce que pendant les périodes de confinement, c'était plutôt du téléconfinement que du télétravail, parce que travailler à la maison en présence des enfants, en tout cas pour ceux qui en ont bien entendu, les conditions sont tout à fait différentes. Mais ne serait-ce que la connexion Internet, la qualité de connexion Internet. Moi, j'ai jamais eu de problème de connexion Internet quand j'étais en région parisienne. Aucun. J'avais toujours un super débit. Et le simple fait de venir à 30 minutes de Bordeaux, bah, la question de la connexion Internet, c'est devenu un énorme problème en fait. Je revenais quand j'étais adolescent avec le petit modem orange bleu de France Télécom, enfin le petit modem bleu à 56K de France Télécom. Et pour travailler avec les outils qu'on mobilise aujourd'hui, c'est une contrainte extrêmement forte, la faible connexion. Sans vouloir défendre les députés et les sénateurs en disant, puisque c'est eux qui vont légiférer, qu'ils comprennent. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même par rapport à notre métier que de toute manière, ça ne peut pas être que le fait des gens qui vont légiférer, c'est aussi les gens qui vont construire. Ça veut dire que si on fait le parallèle avec le métier d'ergonome, bah, c'est aller au plus près de la réalité pour comprendre et pour construire les meilleurs compromis, parce qu'on sait bien que ça sera toujours des compromis. Ça veut dire que demain, la conception architecturale devra prendre une autre forme que ce qu'elle prend aujourd'hui, sous forme d'appel d'offres où les gens, cachés derrière un bureau, ils essaient d'être le plus créatifs possible. J'entends et je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a un phénomène qui me semble assez profond aujourd'hui dans les différentes interactions que je suis que je suis amené à avoir, que ce soit avec des services bancaires, que ce soit avec des services administratifs, que ce soit avec des entreprises privées. J'entends très souvent, alors ça, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est plutôt tel autre. Et puis, bah, je vous invite à voir quand il sera là, en fait, parce que là, clairement, moi, je peux pas vous répondre. Je ne pense pas que la personne soit de mauvaise foi. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité assumée par chacun des acteurs dans l'ensemble des processus auxquels nous participons. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a gangréné. Parce que je crois qu'effectivement, c'est un mal pour notre société que finalement, un processus de déresponsabilisation, je ne parle pas pénal, ce n'est pas mon propos, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas là pour dire qui a raison ou qui a tort, ce n'est pas mon objet. Mon objet, c'est juste de dire qu'à un moment donné, quand je suis acteur dans un processus, comment je fais en sorte que mon interlocuteur, mon interlocutrice puisse trouver un service qui soit à la hauteur de son attente. Et on pourrait imaginer que je suis en train de parler de manière très locale, mais d'une certaine manière, un architecte rend un service, en fait, puisqu'il participe à la mise en forme d'une idée ou d'un projet. Une des difficultés que je rencontre dans les accompagnements de projets auxquels je participe, ça peut paraître très réducteur, mais la question des choix économiques est systématiquement tirée vers le bas. C'est-à-dire que entre deux solutions, c'est toujours la moins chère qui sera retenue. La moins chère au temps du projet. Et je pense qu'il y a un autre filon à creuser, c'est la question du coût pendant l'exploitation, en fait. On va de plus en plus aujourd'hui vers la prise en compte, par exemple, de l'impact environnemental, non pas à l'instant T lors de l'usage, mais on va étendre à l'impact environnemental pendant la phase de conception, pendant la phase de construction, pendant la phase d'exploitation et pendant la phase de recyclage. Je pense qu'il y aurait un intérêt important à trouver des moyens d'action qui permettent d'anticiper, justement, dès la phase projet, donc dès la phase conception, l'impact social, l'impact environnemental pendant l'exploitation.
Et du coup, par rapport à ces témoignages et à cette étude, si tu avais un élément de synthèse, en quelques mots, comment on pourrait inviter l'ensemble des acteurs à se mettre autour de la table pour réfléchir autrement? Un philosophe ou un penseur disait que à mon dernier souffle, au moment où la vie va me quitter, quelles idées, quelles images finalement me viendront en tête? Moi, j'aimerais qu'on soit nombreux à se dire qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour faire en sorte que le paradis sur lequel on est, ben, on ait fait quelque chose pour le préserver, en fait. Pour moi, c'est ne pas rater l'occasion d'être utile aux autres et à la planète. Mais c'est ça, c'est saisir la question, en fait, c'est saisir l'opportunité d'être à la hauteur de construire un monde vivable pour nos enfants, quoi. Enfin, tu peux pas regarder, tu peux pas soutenir le regard d'un enfant et l'insouciance d'un enfant en, en continuant tel qu'on continue à vivre aujourd'hui. C'est juste pas possible, en fait. À moins d'incarner le mensonge, à moins de vivre le mensonge, à moins de se satisfaire du mensonge. Mais je crois qu'on a le devoir tous, de faire ne serait-ce qu'un peu. Et quand j'entendais, oui, mais la France est en moyenne, je ne sais plus, le 20e ou le 30e pays le plus pollueur au monde. Mais ce n'est pas ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est qu'un Français va polluer beaucoup plus que n'importe quel être humain qui vit dans le tiers-monde. Et du coup, il y a des usages que nous avons qui sont quotidiens, et pardon de le dire comme ça, mais qui sont juste inhumains, et qui sont tolérés parce que la norme sociale le tolère. Mais encore, je suis désolé, enfin, moi je trouve que le côté déposer ses excréments dans de l'eau potable, mais je ne comprends pas qu'on soit pas... je ne comprends plus en fait qu'on puisse vivre avec ça, qu'on puisse vivre avec cette idée, qu'on puisse le faire au quotidien et que ça ne pose strictement aucun problème. Je ne comprends pas en fait qu'on ait tous accepté ça. Je ne comprends pas.